Les impôts, c'est l'État, c'est forcément ultra sécurisé. C'est ce qu'on pense tous. 700 000 Français viennent d'apprendre que non, ce n'est pas le cas. Leurs données fiscales, leurs adresses, leurs revenus ont été exposés dans la nature. Le pire dans tout ça, c'est que le hacker n'a même pas cassé un coffre-fort numérique, il a juste volé l'identité d'un agent, un identifiant, un accès VPN, un seul outil interne et c'est la faillite totale. 3 petites choses et 700 000 dossiers sont maintenant dans la nature. Le problème n'a jamais été le manque de moyens, l'État a des moyens. Le problème, c'est un problème interne, c'est que personne n'a testé ces applications comme l'aurait fait un attaquant. Et il aura fallu 48 jours d'attente pour qu'on découvre cette faille. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de prendre les 2 casquettes. On va essayer de comprendre comment ce hacker s'en est pris et surtout on va voir comment sécuriser une application étape par étape, comment on la pen test, comment on pense comme un hacker pour trouver la faille avant lui. Pour cela, j'ai développé un projet et on va voir comment justement on va pouvoir le pen tester pour voir si elle est sécurisée ou pas, s'il est solide ou pas. Parce que la même erreur qui a coûté 700 000 dossiers à l'État, elle peut être dans ton application en ce moment même en production. Reste jusqu'au bout de la vidéo, je te montre comment on va voir ça en détail, étape par étape. Mais avant d'aller plus loin, reprenons dans l'ordre. Ce qui s'est passé, c'est assez bizarre, parce que le déroulé est hallucinant. Le 26 juin 2026, un attaquant qui s'appelle, avec un pseudo, qui a un pseudo 0byte, entre dans le système des finances publiques, pas par le site grand public impôts.gouv.fr, mais en usurpant l'identité d'un agent, identifiant pro qui ont été volés un accès VPN interne. Une fois à l'intérieur, il prend la main sur un outil que les agents utilisent pour consulter les dossiers des usagers. Et cet outil devient sa machine à exporter de la data. Fin juin, la Direction générale des impôts repère l'accès et le coupe. Mais c'est déjà trop tard. Presque 700 000 lignes, nom, adresse, identifiant fiscal, revenus, taux de prélèvement sont exportés. Le 29 juillet, rebelote. Une deuxième intrusion, cette fois sur les données cadastrales. 2 millions de propriétaires qui sont touchés. Le 12 août, le pirate balance tout sur un forum. Le 13 août, l'État confirme enfin. La CNIL est saisie. Une enquête du parquet de Paris est ouverte. Ça, c'est un peu le déroulé. C'est assez spécial. Entre l'intrusion et l'aveu, il y a eu 48 jours qui se sont passés. Le RGPD, généralement, impose un délai de 72 heures. Et là, on peut voir qu'il y a même eu un article officiel sur le site des impôts français. Il y a même déjà des escrocs qui envoient des faux mails d'alerte. Bref, il y a un vrai mail qui a été envoyé et qui ne contient aucun lien et qui a été envoyé aux personnes concernées. Okay, donc ça, c'est un peu pour le déroulé de l'histoire. On a eu aussi un communiqué du ministère de l'économie. Je vais l'afficher ici. Hop, voilà. Donc il y a un communiqué également ici. Donc si on le télécharge, on pourra potentiellement l'ouvrir. Voilà, donc il y a eu un communiqué, voilà, accès légitime général des finances publiques, etc., etc. Donc ça, on connaît, c'est à peu près la même chose qu'il y a eu sur le site des impôts. Tout ça pour dire que le déroulé est quand même assez spécial. Maintenant, l'idée de cette vidéo, ça va être de reproduire un peu ce qui s'est passé, montrer une application qui est non sécurisée, ensuite comment on peut la sécuriser pour voir la différence de résultats et d'accès, et voir comment justement on peut pen tester, donc on peut soumettre des tests d'accès à une application pour voir si elle est résistante ou non et si elle est fiable ou pas. Okay, donc ça, c'est ultra important. Je le conseille de le faire pour tous vos SaaS, tous vos projets. Parce qu'en vérité, si c'est vous qui développez, c'est vous qui êtes responsable du traitement de la donnée. Okay, donc ici, j'ai reproduit un espèce de portail pour un agent. Okay, donc là, c'est vraiment une reproduction. Et l'idée, c'est, ok, on peut se connecter avec un login et un mot de passe. Ok, parfait. Donc il y a eu plusieurs erreurs, plusieurs problématiques qui ont été décelées lors de cette affaire. Et donc là, on va commencer à faire un test. Donc l'attaquant, il avait accès à visiblement un user password. Okay, donc là, on peut se connecter. Okay, donc quand tu te connectes, en fait, tu peux rechercher des dossiers comme ça avec un ID visiblement. Et là, tu vois directement le problème. C'est que là, en fait, dans l'URL, on a accès directement avec l'ID du dossier dans l'URL. Donc ce qu'on appelle des paths, des variables dans le path directement. Okay, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on peut afficher donc un usager virtuel. C'est pas des vraies données, bien sûr. Et donc là, par exemple, on peut directement modifier l'accès et aller taper chercher l'ID numéro 4. D'accord. Plus fou dans tout ça, c'est que ici, si je vais dans le navigateur, dans la partie développeur et que je vais ici dans application, ce qui se passe, c'est que certaines applications ici peuvent avoir une clé. Alors, c'est peut-être dans les cookies. Je regarde. Ok, ouais. Parfois, il y a des applications qui sont faites un peu vraiment à l'arrache, à l'ancienne. Et en fait, on a une variable qui s'appelle hôte et qui est laissée à 1.
Et donc en fait, le fait d'avoir cette variable-là, c'est-à-dire que même si je me déconnecte ici, ok, donc visiblement ça va remettre l'autre à 0. Donc c'est ça le job de cette variable-là. Donc là, si je le force à 1, je peux totalement forcer à 1. Ici, je vais remettre le pass. Donc on était sur dossier, je crois. Non, hop. Ah, si, c'était dossier ID 3. Et là, je remets l'ID 3 et j'ai accès à la donnée. Okay, donc il y a certaines applications qui sont sécurisées, qui ont été développées dans des langages peut-être en PHP ou vraiment des langages un peu anciens, qui n'ont pas été sécurisés parce qu'elles sont des applications un peu internes. Et du coup, on peut ultra facilement, comme je vous l'ai montré, récupérer une session utilisateur et pouvoir avoir accès à la donnée. Et en plus de ça, on a accès aux données vu que là je peux faire un script avec Claude. En quelques minutes, je peux récupérer absolument tous les dossiers, tous les ID. Okay, je peux récupérer toute la data. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Okay, donc ça, c'est la première erreur. C'est la sécurité et on va dire la dangerosité de comment a été conçue et sécurisée cette application. Okay, donc là, je peux avoir accès à tout. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'IDOR ou l'IDOR, donc le vol en série. Donc le vol en série, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, je peux maintenant avoir accès à absolument tous les ID. Donc là, je peux créer un script avec Claude aujourd'hui très facilement pour aller balayer absolument tous les ID, récupérer la donnée et l'exporter en fichier CSV ou en base de données comme on veut. Et donc ça s'appelle l'IDOR et c'est une manière d'avoir en fait directement la possibilité de taper un ID. En plus là, c'est des ID, c'est pas des GUID, donc c'est des entiers. Donc visiblement, ça peut aller de 1 à 60 millions de Français visiblement. Donc là, l'idée c'est ça, c'est que on est capable d'aller chercher la donnée via l'URL. Et ça, c'est ultra dangereux. Okay, encore, mettez des GUID. Hein, donc, il y a plusieurs manières de sécuriser. On peut mettre un GUID ici. Donc, un GUID, c'est un nombre qui est complètement hasardeux, entre guillemets, donc qui est généré aléatoirement. Et donc, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile à un attaquant d'aller chercher parce qu'il y a énormément de possibilités si on veut aller chercher des GUID. Donc, généralement, dans les applications, on a ici des GUID ou tout simplement, on peut avoir également des routes complètement dynamiques. Hein, donc, ça va être plutôt… on va pas mettre ici le pass, on va plutôt mettre un slash dossier slash avec directement ici le nom de l'ID ou du GUID. Okay, donc, ça, c'est des manières de sécuriser les applications. Okay, donc là, on a vu 3 failles. La première, c'était l'identifiant. Donc, on a un identifiant qui a fuité. La deuxième, c'est la variable dans les cookies qui est un booléen. Okay, généralement, c'est des variables qui sont cryptées ou qui sont signées. Okay, donc là, on peut mettre un trou du coup et avoir accès à absolument tout, même si on est déconnecté. Donc ça, c'est une grosse faille. Et la troisième, c'est la possibilité de récupérer des données en série grâce justement au path qui est très facile à lire directement dans l'URL. Ok, maintenant, on va automatiser donc scénario de l'attaque avec un script. Donc là, je viens de le tester. En fait, il permet d'aller récupérer directement les informations. Donc là, notamment, on est capable de se connecter. Et en fait, comme on n'a même pas le mot de passe, on récupère le cookie directement dans la session et on met le hot à 1. Okay, ça suffit pour aller récupérer toutes les informations. Donc en fait, c'est juste ça qui a permis de faire de l'extraction de données de masse. D'ailleurs, si tu veux les scripts et tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, n'hésite pas à me commenter ce que tu veux dans les commentaires et je te l'enverrai directement. Je mettrai également le lien avec toutes les infos. Donc en fait, là, ce qu'on découvre, c'est que la problématique avec cette affaire, c'est que ce n'est pas une question de sophistication de l'attaque. Ce n'est pas une attaque qui a été ultra sophistiquée, mais par contre, comme personne n'avait fait tourner de script de ce type-là, donc de pentest, directement sur les applications qui étaient, j'imagine, dans leur serveur, eh ben, on se rend compte que là, il n'y a absolument rien qui est sécurisé, quoi. Rien n'a été testé. Et donc, pour rappel, si l'application était sécurisée, donc on aurait du rate limiting, c'est-à-dire en tout cas des requêtes là directement depuis un pass, des requêtes HTTP du coup ultra rapidement sur la même adresse de manière un peu scriptée. Et ben, si l'application est bien faite, on a du rate limiting, c'est-à-dire qu'on est bloqué à un moment donné. On n'est pas censé pouvoir accéder à toutes les infos directement depuis l'URL, depuis un script extérieur qui plus est. Ok, maintenant on a vu les différentes failles qu'avait utilisé et exploité le hacker ou les groupes de hackers 0byte.
Maintenant, on va voir comment on peut sécuriser justement cette application. Donc là, j'ai créé un projet équivalent, ok, avec une partie sécurisée pour voir justement quel serait l'impact et la différence avec un projet un peu plus sécurisé. Ok. Donc, j'ai lancé mon application. Donc là, on est sur CMux. On a la possibilité de lancer plusieurs terminaux. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'était la première app, ok, avec le Writing qui n'était pas installé, la possibilité de faire de l'injection SQL, parce qu'on pouvait aller récupérer et taper directement les ID derrière, et la partie IDOR qui était absolument ouverte. Maintenant, on se connecte sur cette partie-là, et comme on peut le voir déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut se connecter. Je l'ai déjà fait, mais on va essayer de voir si on peut bidouiller là-dedans, dans le navigateur. Si je supprime cette partie SID, que je rafraîchis ici, voilà, là je suis déconnecté. Ok, super. Donc là, déjà, la première chose, c'est qu'on va se connecter. Donc là, j'ai mis un user password. Donc là, on a simulé, bien évidemment, l'envoi d'un 2FA. Donc ça, c'est la double authentification. C'est vraiment la base si on veut sécuriser un minimum les accès utilisateurs sur une application, quelle qu'elle soit. Ok, aujourd'hui, c'est trop dangereux de laisser uniquement un seul moyen de s'authentifier, que ce soit le mot de passe, peu importe. Mais il faut vraiment essayer d'avoir une double authentification. C'est vraiment le minimum. Donc là, je me connecte. Ok, donc la première chose que je vais tester, c'est est-ce que si je vais ici dans les cookies de l'application et que je rajoute, c'était hôte il me semble, et là que je mets 1, ok, et que ensuite, le test c'était plutôt, et que ensuite j'essaye de consulter un document, donc là ça fonctionne très bien. Ok, donc là déjà j'ai de la sécurité parce que j'ai des documents qui ne sont pas accessibles à mon périmètre, donc ça c'est cool. On a installé aussi des règles de filtre, bien évidemment, parce que c'est pas parce qu'on est connecté sur une application qu'on a accès à absolument toute la base. C'est ultra important d'avoir un système de filtre et de périmètre dans une application. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on a mis. Et ici, on peut le voir dans les logs. Voilà. Donc là, on a refusé. Donc l'agent qui a demandé l'ID numéro 3 a été refusé l'accès. Donc ça, c'est ultra important. Donc maintenant, si j'arrive et que je vire justement cette clé-là, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une clé qui est chiffrée. Du coup, on ne peut plus le bidouiller comme avant. Donc là, à chaque fois que maintenant, généralement sur les applications en tout cas, quand on s'authentifie, on a un cookie, mais le cookie il est chiffré et on ne peut pas le modifier. Donc là, si je vire cette valeur-là, et que je laisse mon booléen hot et que je rafraîchis, j'ai absolument pas accès à l'application. Et si j'essaye de faire la requête ici directement depuis le navigateur, eh ben, je reviens systématiquement sur la partie connexion. Donc ça, c'est des mécanismes de base qu'il faut absolument mettre en place. Et le problème, c'est que quand on vibe code une application, on n'a pas forcément le réflexe, en tout cas Claude ne va pas forcément nous donner et monter ça par défaut. Donc c'est pour ça que c'est ultra important d'avoir ces notions pour éviter de tomber dans des trucs. Ok, mon application elle est en production, elle fonctionne, super. Ouais, mais qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que tu as mis en place des choses? Est-ce que ton application est protégée contre des attaques? Est-ce qu'elle est protégée contre du hameçonnage? Est-ce qu'elle est protégée contre énormément de requêtes, etc. Donc tout ça, c'est pas des comportements qui sont mis en place dès le départ par défaut par les agents de coding, ok, type ChatGPT ou Claude. C'est vraiment parce que, entre guillemets, en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte, on a cette habitude-là, ces réflexes-là, qu'on est capable de les designer rapidement dans Claude ou dans ChatGPT, ok. C'est vraiment des trucs ultra importants et je le vois systématiquement sur les produits, les projets qui sont réalisés en vibe coding ou en tout cas par des non-tech mais qui veulent développer un truc. Ok, ça marche, mais ton projet ne tient pas la route. Je le dis clairement. Ok. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait voir? On devait voir donc les secrets, ça on a vu. Le contrôle d'accès, est-ce que on a vu que tout à l'heure que si je m'identifie ici, que je tape un dossier qui n'est pas dans mon périmètre, je vais être retoqué. Ok, donc là, si je mets dossier numéro 1, ok, parfait, ça on va virer. Si je fais 19, voilà, l'ID 19, par exemple, aucun dossier accessible dans votre périmètre. Donc là, je suis bloqué. Donc même si je mets un script qui va tourner grâce à cette session navigateur et qui va essayer de siphonner les datas, je vais être bloqué parce que là, je vais avoir un code, un return. On va essayer de faire la requête aussi via du curl. Je vais avoir un 429 ou un rate limit ou un 401 unauthorized. Ok, donc ça c'est les codes HTTP de requête qui permettent de dire si on est autorisé ou pas. Ok, donc
Ok, donc là, si je fais la même chose avec un curl, donc depuis le terminal ici, donc si je fais un curl-i avec l'adresse derrière, je vais avoir comme réponse ici un 401. Ok, donc je suis non autorisé. Ça veut dire qu'ici, l'API a été designée de telle manière à ce que on check et on vérifie le contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'on autorise, on n'autorise pas certains types de requêtes pour certains types d'utilisateurs. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, ce qui n'était pas du tout le cas sur la première application. En gros, l'idée, c'est ça. Donc là, par exemple, si je reviens sur le produit l'ID 19, ici, ah non, pardon, je suis sur 8001. Voilà, ici, j'ai un 401 également. Ok, je suis non autorisé. Donc ça, déjà, ça montre qu'on est capable de sécuriser les requêtes. Ok. Maintenant, on va essayer de voir si on est capable de faire des requêtes via un script. Ok. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter donc de relancer le script d'attaque. Mon script d'attaque qui est ici, qui s'appelle attaque.python. Ok, je vais le lancer sur l'application qui est sécurisée. On va voir ce que ça donne. Donc là, si je lance le pen test du portal sécurisé, voilà, le log est pas bon, mais c'est le portal sécurisé maintenant. Usurpation d'identité, donc on n'a pas le mot de passe, donc on ne peut pas se connecter. On est bloqué directement par le cookie. Le LiDAR bloqué également, aucun dossier n'est accessible. Et l'injection SQL, pareil, est neutralisée. Okay, et ainsi que le rate limiting, donc on ne peut pas récupérer énormément de données directement d'un coup. Okay, donc en fait, l'attaque, elle est bloquée déjà, elle est tuée dans l'œuf en fait. Parce que on n'a pas accès du tout aux identifiants, ce qui était la porte d'entrée en fait de l'attaque. Ok, donc ça c'est ultra intéressant de voir ça. Donc là, on est clairement, si je fais ça, secure juste pour voir. Voilà, donc là, il a lancé effectivement sur le bon dossier, mais on était déjà dans le dossier. Donc voilà, là, sur le portail sécurisé, effectivement, on voit que tout est bien bloqué. Donc ça, c'est top, c'est magnifique. Maintenant, j'ai envie de tester avec Kimi maintenant la possibilité d'aller faire des pen tests sur ces deux applications qui tournent en local. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser OpenCode. Je vais lancer une nouvelle session et là, je vais aller lui demander, j'aimerais que tu réalises un pen test sur mes deux apps locales qui tournent actuellement sur, on va dire sur localhost 8000 et 8001. Je veux que tu identifies absolument toutes les failles de sécurité. On va voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai bien sélectionné Kimi 3, ok. Donc sur OpenCode, on est capable de faire ça, d'aller chercher un modèle différent. Ce qui est bien avec Kimi K3, c'est que il va être capable de faire des choses quand même un peu plus poussées que parfois Claude ou ChatGPT, parce que il y a un peu moins cette restriction ou en tout cas cette morale à vouloir dire non mais je peux pas faire de pentest parce que attention, c'est sécurisé, etc. Bon là, c'est des applications à moi, je peux faire ce que je veux. Je pourrais aussi faire, je pense, un Cloud Code Security Review, qui est un skill qui permet de faire ça également. Mais j'ai envie de tester sur Kimi K3 pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes de tests et voir ce que ça donne à terme. Donc, on va le laisser tourner. C'est un peu plus long sur OpenCode. Sur Kimi K3, en tout cas, des tests que j'avais fait, c'était un peu plus long que effectivement sur Claude, etc. Donc, on va voir ce qui me sort. Mais ce qui va me faire normalement un état des lieux assez similaire à ce qu'on a fait nous. Ok. Donc, on va le laisser tourner et on va voir ce que ça donne. Ce qui est top avec Kimi K3, c'est que tout de suite, il comprend un peu ce qu'il faut faire. Donc, il va aller chercher, il va analyser, on va dire, les deux apps, les technos, les endpoints. Il va analyser les headers de sécurité, configuration serveur. Il va faire des tests d'injection SQL. Il va faire tous les tests d'authentification, etc. Donc, il va sortir absolument tout. Il va faire vraiment un travail de professionnel, de cybersecurity architecte. Et donc, il va aller absolument tester directement les 7 tâches là qu'il a énumérées. Ça, c'est top. Il va faire des tests Corse, etc. Donc ça, c'est des tests vraiment qui sont assez poussés. Vraiment très, très poussés. Et donc, on va voir ce que ça va donner avec le rapport final sur les vulnérabilités des deux apps. Ok, donc Kimi K3 vient de terminer. Il a mis quand même 38 minutes. Ok, donc c'est énorme, mais voilà, 38 minutes de réflexion. Mais il a fait quand même vachement de tests. Ce qui est cool, c'est que là, on a des résultats assez détaillés, bon, même s'il les a présentés de manière très concise. Donc, clairement, comme on s'y attendait, bien évidemment, l'application qui était vulnérable, elle a 20 failles. Donc ça, c'était potentiellement
l'équivalent de ce qu'avait en tout cas le centre des impôts en tant qu'application interne. Donc 20 failles, 8 critiques, 7 autres, bref. Donc l'autre bypass, l'injection SQL est renvoyé tel quel dans l'erreur SQL. Donc il y a effectivement des logs peut-être ou des informations qui sont rentrées, qui sont renvoyées comme ça en dur, secret en dur. Ok, donc ça effectivement ça c'est nous qui l'avons incorporé pour le test, donc ça c'est normal. Ensuite l'application 8001, donc déjà elle est beaucoup plus sécurisée, on a 17 failles contre 20. Ok, donc celle-ci on la compte pas parce que ça fait partie du test, hein, d'afficher les identifiants. Bon, ça fait partie du test. Par contre, ce qui nous met là, c'est intéressant. La page login qui a pas de rate limiting. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire tester ces applications par ce genre de modèle. Ok, parce que ça permet quand même de faire des tentatives. Hein, ok, donc là, par exemple, 40 tentatives en 1 seconde 2 sur un login, ça peut faire planter une app. Ok, donc là, on a 0,429 et donc ça permet pas de protéger l'application en tant que telle. Donc il a quand même identifié des choses qu'on n'avait pas forcément prévues, mais bon là c'était pour le test. Donc notamment des sessions sans expiration ni rotation, ça peut être dangereux. Ok, donc les sessions elles sont illimitées, donc ça peut être compliqué et dangereux. Pas de logout, donc ça c'est effectivement ça fait partie du test aussi. Découverte non documentée, il a mis des ID énormissimes, donc ça fait crasher l'application forcément. Ok. On ne l'avait pas vu, on l'avait pas pris en compte. La globalité, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette application elle est quand même beaucoup plus sécurisée parce qu'ici on a les correctifs documentés fonctionnels. Ok, 401, donc les codes erreurs 401, 403, 400, 429 ils sont au bon endroit, donc ça c'est cool. Ça permet déjà de sécuriser un minimum l'application. Ok. Et ici, il nous a mis un rapport complet avec les preuves, etc. et les tests. En fait, c'est vraiment cool. Moi, je vous invite vraiment à le faire, de faire tester vos applications, mais vraiment de manière très, on va dire, ciblée et assez profonde, okay, pour aller chercher les différentes failles, les différentes erreurs qui peuvent potentiellement continuer d'exister, même si on a fait un travail tout au long. Encore une fois, pour rappel, les agents de coding, ils sont bons pour rajouter du code, mais ils ne sont pas vraiment bons pour maintenir le code qui est déjà mis en place. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des fichiers de code qui sont ultra grands parce qu'on rajoute. Et par contre, on peut rajouter également des failles au fur et à mesure. Donc, on construit une application au fur et à mesure. On rajoute des fonctionnalités. Ça fonctionne visiblement. Mais attention, on peut intégrer et incorporer des failles de sécurité au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à commenter et dire ce que tu en penses. Et dans le premier lien, il y a bien évidemment ma communauté où on parle d'intelligence artificielle, de Claude Code et de comment utiliser ça pour développer un business au fur et à mesure. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.